Louis. Pendant la première vague du coronavirus, on était beaucoup à applaudir à nos fenêtres tous les jours à 20h pour montrer notre soutien aux soignants. Personnellement, j'ai pas raté un seul de ces rendez-vous. Et là, tout d'un coup, et je saurais pas trop dire pourquoi, on a complètement arrêté de le faire pendant ce deuxième confinement. Je me demande si c'est parce que ça sert à rien, dans le sens où les soignants méritent bien plus que des applaudissements, ou est-ce que c'est parce que la société, finalement, ne se préoccupe pas tellement de leur sort ? Malheureusement, je pense qu'il y a un peu des deux. À la fois, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de la mission des soignants et des métiers du care, et en même temps, on n'a jamais autant été face à cette contradiction qui veut qu'ils soient si peu reconnus et si mal rémunérés. Dans cet épisode, Rosane Le Carboulec s'est intéressée en particulier au cas des infirmières. Pourquoi, alors qu'elles gagnent 300 à 400 € de plus dans des pays comme l'Allemagne ou l'Espagne, les infirmières sont-elles si mal payées en France ? Pour y répondre, Rosane s'est entretenue longuement avec Muriel Salles. Elle est maîtresse de conférences à l'Université Lyon 1 et spécialiste de l'histoire des femmes, du genre et de la médecine. Je suis Camille Maestracci. Bienvenue dans Travail en cours. Elles sont aux avant-postes pendant cette crise sanitaire. De leur plein gré ou réquisitionnées, elles ont vu leur charge de travail décuplée, alors que leurs salaires, eux, n'ont pas augmenté, ou si peu. On les a applaudis hier, on les a même qualifiées d'héroïnes, puis plus rien. Je parle des infirmières, et je le fais volontairement au féminin, puisque cette profession est occupée par des femmes à plus de 85%. En France, la rémunération des infirmières est bien inférieure à ce que touchent leurs consoeurs allemandes ou espagnoles. Mais pourquoi sont-elles si mal payées ? Les explications sont tout d'abord liées à l'histoire de ce métier, qui n'en était au début pas un, puisqu'autrefois, les hôpitaux français étaient tenus par des religieuses. Mais cette histoire justifie-t-elle tout ? Pour y répondre, j'ai échangé avec Muriel Salles, maîtresse de conférences à l'Université Lyon 1, spécialiste de l'histoire des femmes, du genre et de la médecine. La première question que j'ai envie de vous poser, Muriel Salles, c'est est-ce que les infirmières sont réellement si mal payées en France par rapport à d'autres pays ? Et concrètement, quelle est leur situation comparée à d'autres pays européens ou de l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement économique ? Alors effectivement, là, vous faites écho à quelque chose qu'on lit beaucoup partout, que les infirmières françaises seraient effectivement mal, voire très mal payées par rapport à leurs consoeurs dans d'autres pays d'Europe ou de l'OCDE. C'est effectivement quelque chose qu'on peut documenter pour être affirmatif, du coup, dire oui, effectivement, les infirmières françaises, elles sont plutôt moins bien payées que, par exemple, leurs homologues dans d'autres pays de l'OCDE. Les infirmiers et infirmières français, aujourd'hui, ils touchent en moyenne 2070 € par mois, avec surtout, c'est important de regarder les choses dans l'évolution de carrière, un salaire d'embauche après un niveau de formation à Bac+3, je crois que c'est important de le rappeler, qui est de 1 340 €. Je donne des rémunérations nettes et un salaire en fin de carrière qu'on peut espérer autour de 2 400 € net. À titre de comparaison, les 2 070 € nets des infirmiers et infirmières françaises sont à mettre en regard, par exemple, de la moyenne allemande qui est à 2 383 €. Bon, voilà, presque 300 € d'écart. Ou les Espagnols à 2 600 € net. Donc, on peut dire qu'on a une situation effectivement qui est défavorable, particulièrement en France, par rapport à des pays qui sont des pays absolument limitrophes. Puis je crois que la deuxième chose importante à dire, parce qu'il faut toujours mettre ces salaires en regard du pouvoir d'achat, en regard du coût de la vie, voilà. Et donc, il y a une autre façon d'apprécier le niveau de sous-rémunération des infirmières et des infirmiers en France. C'est le niveau auquel se situe le salaire moyen d'un infirmier par rapport au salaire moyen de la population française. Dans la plupart des pays de l'OCDE, les infirmiers et les infirmières touchent un salaire moyen mensuel brut qui est supérieur au salaire mensuel moyen de l'ensemble de la population. En France, ça n'est pas le cas. En France, les infirmières touchent un salaire moyen mensuel brut qui est de l'ordre de 95%
du salaire moyen à l'échelle nationale, alors qu'en Allemagne, par exemple, elles touchent 113% du salaire moyen. Donc ça les situe, si vous voulez, là, dans une échelle de rémunération des professions, et ça dit quelque chose de la façon non seulement dont on les rémunère, mais dont on les considère au regard d'autres professions et du salaire moyen national. Et pour expliquer cet écart qui est donc flagrant et conséquent, vu les chiffres que vous venez d'avancer, pour comprendre pourquoi les infirmières sont si peu reconnues en France aujourd'hui, il faut remonter à l'histoire de la profession et à l'histoire même du terme infirmier. Puisqu'au Moyen-Âge, les soignants n'existent pas, on écarte les malades ou ceux qu'on ne maîtrise pas et on les met dans ce qu'on appelle des enfermeries. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu l'histoire de ce terme-là ? Oui, ça c'est effectivement important parce que une des clés effectivement de la rémunération plus ou moins importante d'une profession, c'est la reconnaissance justement d'un niveau de professionnalité. Et il faut rappeler du coup à ce titre, avec la référence historique que vous faites, que pendant longtemps les infirmières n'ont pas été des professionnels. Ce que ça veut dire, pour être bien précis, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de compétences, mais ça veut dire qu'elles ne sont pas rémunérées pour le soin qu'elles prodiguent, qu'elles sont des bénévoles. Et ça, c'est vraiment extrêmement important parce que même si aujourd'hui les infirmières ne sont plus des bénévoles, elles sont quand même toujours un peu les héritières de cette façon-là de concevoir ce serait la réalité d'un bon soin. Il y aurait de soins véritablement, délivrés de la bonne façon que dans la gratuité, que dans le bénévolat. Voilà. Et ça tient effectivement à ce que vous disiez, au fait que, pour remonter à des périodes un peu anciennes, notamment à l'époque médiévale, il faut avoir à l'esprit que le soignant n'existe pas, je crois que c'est l'expression que vous avez utilisée, parce qu'en fait, on n'a aucun moyen thérapeutique, on n'a aucun moyen technique, et on a aussi un rapport à la maladie qui est très différent de celui qu'on aurait aujourd'hui, qui est un rapport sous l'angle de la magie ou de la religion. Donc en fait, face aux malades, il n'y a rien à faire, sinon éventuellement un petit peu soulager les souffrances, et encore, parce que à l'époque médiévale, par exemple, la souffrance et la maladie sont perçues comme des épreuves divines. Donc soulager les gens de leur souffrance, alors que précisément dans une perspective chrétienne, ces souffrances, elles sont là pour les éprouver, parce que de toute façon, le bonheur, il ne peut exister qu'après la mort. C'est pas du tout une démarche qui est perçue comme ayant une valeur sociale. C'est pas du tout quelque chose qui est perçu comme quelque chose de positif. Donc les infirmières, là, ça fait une grosse différence en termes d'imaginaire. À l'époque médiévale, les infirmières, elles exercent pas une fonction noble. Elles sont là pour soulager la misère, mais l'acte de soigner, il doit être bénévole, il n'a pas de valeur économique, et même il a pas vraiment de valeur, de valeur sociale, parce que dans ce contexte, encore une fois, s'occuper des corps, et des corps souffrants, puis en plus des corps de pauvres, de gens qui ont des maladies, la peste, la lèpre ou que sais-je, c'est assez ignoble en fait. Et donc la fonction de l'infirmière, elle est très dépréciée. Et justement, par rapport à ce que vous dites, donc je reviens peut-être à l'origine du mot infirmerie, qui est une qualification dérivée en fait du latin infirmus, qui désigne les infirmes. Donc on revient effectivement à ce soin des corps malades. Les lépreux notamment étaient isolés dans les infirmeries à l'époque. Donc effectivement, le soin n'a pas du tout de qualification positive ou médicale en fait à cette époque-là. Et vous avez commencé à l'évoquer, les soins étaient pris en charge à l'époque par les ordres religieux. Oui, absolument. Alors ça, c'est effectivement relativement tardif, enfin, si on peut dire les choses comme ça. C'est-à-dire que pendant toute la période médiévale, c'est ce qu'on disait, de toute façon, techniquement, on ne peut pas soigner les gens. Et puis, s'occuper des corps et des corps des malades, c'est quelque chose de honteux. Donc, pendant toute la période médiévale, il y a très peu d'ordres religieux qui se saisissent vraiment de cette question du soin. Il y a quelques exceptions. Il y a une figure de sainte qui est mobilisée par les infirmières quand elles doivent se trouver une sainte patronne, c'est Catherine de Sienne, pour incarner cette figure du dévouement qui est au cœur de la profession infirmière, puisque Catherine de Sienne, elle s'illustre notamment dans l'assistance qu'elle porte aux malades pendant l'épidémie de peste noire au milieu du XIVe siècle. Et donc, il y a cette figure-là qui installe aussi l'idée que les infirmières sont des femmes qui ont une qualité principale, qui est un dévouement, qui sont prêtes à aller là où personne ne va, à se confronter à la souffrance dans ce qu'elle peut avoir de plus terrible. Voilà. Et ça aussi, ça va participer quand même de la construction d'un imaginaire de la profession.
Et puis après, effectivement, il y a un certain nombre d'ordres religieux, notamment le plus célèbre, c'est celui qui est fondé par saint Vincent de Paul en 1617, qui s'appelle la Fondation des Filles de Charité, qui est pour la première fois la création d'un ordre religieux qui a une vocation soignante. Et à la suite de saint Vincent de Paul, va y avoir beaucoup de congrégations qui vont naître au XIXe siècle et qui vont se spécialiser soit dans des activités d'enseignement. Les religieuses à cornette, c'est des enseignantes toutes dévouées, notamment pour la scolarisation des filles, soit dans la fondation d'hôpitaux, d'organismes d'assistance aux malades à domicile. Et là aussi, on va dire que la réglementation ecclésiastique n'est pas très favorable, en fait, aux ordres religieux à vocation soignante, mais il y a quand même, de la part des religieuses, progressivement, la revendication qu'elles sont là à leur place, à prendre en charge la souffrance, qu'elle soit physique et morale, parce que la maladie, elle est perçue sous ces deux angles-là par ces infirmières en cours de professionnalisation, on va dire. Justement, sur ces femmes qui font preuve d'un dévouement et à qui on doit peut-être l'évolution du métier d'infirmière, il y a notamment Thérèse Rastit, qui est considérée comme la première des infirmières de France, justement en raison de son dévouement lors de la peste de Marseille en 1720. Et une autre infirmière a joué un rôle majeur dans l'évolution du métier, c'est la Britannique Florence Nightingale, qui a joué un rôle déterminant dans la lutte contre les maladies infectieuses au même titre que Pasteur, et dont on connaît pourtant à peine l'existence. Donc, qui était-elle, cette infirmière ? Alors, Florence Nightingale, c'est une infirmière même de la haute société britannique. Elle est issue d'une famille qui appartient à une église. Il y a plein d'églises différentes en Grande-Bretagne, mais là, en l'occurrence, l'église s'appelle l'église unitarienne et ça a son importance parce que c'est une confession chrétienne un peu particulière, assez libérale, pas très dogmatique. Donc, ça va expliquer notamment que Florence Nightingale, elle a, par rapport à ce qu'est habituellement le rapport au corps très distancié qu'on a quand on est dans le cadre chrétien, et particulièrement, j'allais dire, dans le siècle de Victoria, enfin, l'Angleterre victorienne, c'est quand même un niveau de rigidité et comment dirais-je, de détestation de tout ce qui est corporel, surtout dans des milieux comme ça de la haute société, qui font que, normalement, une vocation d'infirmière aurait pas dû naître chez une jeune femme de la trempe de Florence Nightingale. Bon, il en demeure pas moins que cette jeune femme-là, qui est donc issue de la haute société britannique, qui est élevée dans une certaine foi chrétienne, elle va avoir diverses rencontres et divers enchaînements de circonstances qui vont la conduire à devenir une militante assez importante pour l'amélioration des soins médicaux dans les infirmeries. Parmi ces enchaînements de circonstances, va y avoir, par exemple, le souvenir qu'elle a d'une épidémie de grippe qui avait été particulièrement mortifère en janvier 1837 dans le sud de l'Angleterre et où elle avait participé pendant plusieurs semaines à aider aux soins intensifs des malades. Puis après, il y a un autre événement qui est raconté comme étant un peu marquant au moment où survient un décès qui est clairement le résultat d'une incompétence de la part de la soignante qui prenait en charge la personne qui décède. Et donc, du coup, là, il y a progressivement la construction chez Florence Nightingale d'une vocation. Et elle l'écrit dans son journal. Elle dit « Dieu m'a parlé et Dieu m'a appelé à son service ». Donc, on est vraiment sous l'angle de la vocation, qui est le terme qui ressortait déjà pour Catherine de Sienne, qui ressort aussi pour Thérèse Rastit et qui est toujours quand même volontiers mobilisée par les infirmières d'aujourd'hui. Du coup, voilà, à partir de là, elle commence à militer pour l'amélioration des soins médicaux dans les infirmeries. Encore une fois, ayant été témoin de la mort d'un malade en raison de l'incompétence d'une soignante, elle dit maintenant ça suffit, il faut instituer la profession d'infirmière. On peut plus se contenter de ce manque de professionnalisme et de cette improvisation. Donc il faut plaider pour la formation. Et elle va être très obstinée et puis rendre un certain nombre de services, notamment pendant la guerre de Crimée, qui font que, elle va obtenir plutôt, elle va en tout cas convaincre, et elle va obtenir l'oreille des institutions médicales de son pays. Et grâce à elle, après la guerre de Crimée, et sur demande de la reine Victoria, ça c'est important de le préciser, elle va participer à l'établissement d'un certain nombre de protocoles pour la prise en charge dans
les établissements de santé de l'armée. Et donc, progressivement, sur la base de son expérience, elle va élaborer un certain nombre de connaissances qui, aujourd'hui encore, sont mobilisées dans le cadre de la profession infirmière. Elle va écrire des livres, elle va ouvrir des centres de formation médicaux, elle va ouvrir des écoles d'infirmières, dont certaines qui existent encore. Et donc, elle va plaider à la fois par l'expérience et par l'exemple pour obtenir que ce dévouement qui était la seule qualité requise chez les infirmières jusque-là se double de compétences et de compétences acquises dans le cadre d'un enseignement qui est dispensé dans des écoles. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui fait que l'infirmière cesse d'être une vocation religieuse, devient progressivement un métier et même devient une profession. Et cette professionnalisation du métier d'infirmière va également être permise par un mouvement de laïcisation des soins. Comment ça s'est fait peu à peu, grâce à quelles évolutions, éventuellement quelles réformes les infirmières ont obtenu une meilleure reconnaissance de leur métier à partir de la fin du 19e siècle? Effectivement, la laïcisation de la profession d'infirmière, elle s'amorce à la fin du 19e siècle. En France, honnêtement, d'abord parce qu'il y a globalement un processus de laïcisation globale à l'œuvre dans la plupart des pays d'Europe, mais particulièrement en France, et de sécularisation de la société. Et de la même façon que, par exemple, les religieuses progressivement disparaissent des hôpitaux, de la même façon, les religieuses vont aussi disparaître du monde enseignant, progressivement. Donc là, il y a un phénomène, on va dire, un petit peu général. Les religieuses vont persister dans le monde hospitalier, mais surtout à des fonctions d'encadrement. Et progressivement, elles vont être remplacées par des personnels laïques, mais des personnels laïques qui sont quand même, comment dirais-je, empreints de la même conception du métier, des laïcs auxquels on demande un niveau d'engagement et un niveau de dévouement qui est quand même comparable à celui qu'on peut observer du côté des infirmières qui sont effectivement des religieuses. Il y a une citation qui est assez terrible, une citation de l'époque qui décrit l'infirmière idéale selon le corps médical et qui vaut un peu son pesant de cacahuètes. L'infirmière idéale, donc, pour le corps médical, je cite, « Nous la choisirons autant que possible parmi ces vaillantes filles du peuple qui, à force d'intelligence et d'énergie, sont parvenues à s'instruire. » Donc, il y a quand même l'idée qu'elles s'instruisent. Bon, OK. Mais les médecins précisent « Nous la désirerions mariée et mère de famille, car il est des délicatesses de sentiments pour les faibles et les enfants qui ne s'épanouissent complètement que dans les cœurs des mères. » Alors là, c'est hyper intéressant sur ce que ça dit une forme, comment dirais-je, laïque et sécularisée du dévouement, mais quand même une forme de dévouement, voilà. C'est plus une religieuse, mais c'est quand même une mère. Et dans le dévouement d'une mère, il y a une dimension d'absolu qui est la même dimension d'absolu que celle qu'on trouve dans le dévouement d'une religieuse. Voilà. Et la dernière morceau de la citation, c'est intéressant, c'est « Cette infirmière plébéienne, donc issue du peuple, serait dépourvue de morgue et de dédain. » Et là, c'est aussi important parce que c'est le corps médical qui l'a défini comme ça. Et donc là, pour la peine, ce qu'on voit se mettre en route de manière très transparente, c'est le processus de hiérarchisation dans les professions médicales avec le médecin qui peut requérir comme ça des assistantes, mais en tout cas des infirmières dont la profession s'invente dans la soumission à la profession médicale. Et ça, c'est très caractéristique de ce qui se passe au 19e siècle. Puis après, les choses ont changé progressivement parce que les deux guerres mondiales, un peu comme pour Florence Nightingale, tout à l'heure, j'ai dit le moment décisif, c'est la guerre de Crimée. Parce que c'est un peu terrible à dire, mais c'est vrai que les moments de guerre sont des moments intéressants du point de vue des progrès de la recherche médicale et de l'amélioration des protocoles de soins. Voilà. Donc, comme pour Florence Nightingale, la guerre de Crimée avait été déterminante. Après, pour les infirmières françaises, la Première Guerre mondiale puis la Seconde Guerre mondiale vont jouer un rôle décisif et c'est un peu délicat de le dire comme ça, mais quand même plutôt favorable. On peut considérer, par exemple, qu'à partir de la Première Guerre mondiale, les infirmières existent en tant que corps professionnel, reconnu comme ayant une utilité sociale. Et là, il y a un vrai changement de regard important, avec une reconnaissance du rôle de l'infirmière, alors qui est toujours sur le mode du service. L'infirmière, elle est là pour servir le malade, elle est là pour l'entourer, pour veiller sur lui.
Elle est là aussi pour seconder assidûment et docilement le médecin. On lit ça dans les documents des années 1920. Mais il y a quand même un rôle de l'infirmière qui est défini et qui fait l'objet d'une reconnaissance sociale. Et puis la Deuxième Guerre mondiale va avoir un autre type d'impact. La Deuxième Guerre mondiale, c'est le début de l'affranchissement de l'infirmière vis-à-vis des médecins. Notamment parce qu'il y a un certain nombre de nouvelles thérapeutiques qui vont multiplier les gestes techniques et qui vont permettre une espèce un peu de, je pourrais dire, de taylorisation du geste de soin. C'est-à-dire qu'on découpe, comme à l'usine, on découpe les gestes pour produire une voiture. Et le protocole de soin, il peut être découpé en gestes techniques qu'on identifie. Et sur ces gestes techniques, les médecins peuvent soit avoir absolument besoin d'aide, soit ils peuvent déléguer des gestes qui sont perçus comme étant strictement techniques à des techniciennes du soin. Et c'est ce que deviennent progressivement les infirmières. Par exemple, administrer un antibiotique, par exemple, poser une perfusion. Ça devient des gestes, des gestes techniques qu'on peut déléguer à des infirmières et qui, du coup, peuvent parallèlement revendiquer le fait qu'elles ont une compétence technique et en termes de rémunération, ça va avoir son importance. Et après la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même quelques évolutions législatives qui permettent une meilleure reconnaissance de la profession d'infirmière. Est-ce que vous pourriez évoquer une ou deux lois, une ou deux réformes qui ont permis une meilleure reconnaissance de la profession après la Seconde Guerre mondiale ? Le premier décret qui est relatif à l'exercice de la profession d'infirmière et qui précise le rôle propre de l'infirmier et de l'infirmière, c'est 1981. 1980, c'est très tardif en fait, en réalité, quand on y réfléchit. Et c'est aussi évidemment un moment qui fait date, ce début des années 80, parce que là, noir sur blanc, on a un décret du 12 mai 1981 dans lequel les choses sont précisées et la répartition des rôles est du coup explicitée. Et du coup, parallèlement à ça, le niveau de technicité et le niveau de formation va pouvoir faire l'objet d'un certain nombre de reconnaissances et d'avancées. Mais pour autant, tout n'est pas toujours... les choses ne roulent pas, ne vont pas de source. Parce que, par exemple, il va y avoir un moment assez incroyable du point de vue de la mobilisation collective. C'est 1988, c'est les grandes grèves infirmières et qui... éclate à la suite d'un décret qui avait été pris par la ministre de la Santé de l'époque. On est sous le gouvernement Chirac. Et cette ministre de la Santé s'appelle Michel Barzac. Et Michel Barzac publie un arrêté qui ouvre l'accès des études d'infirmière à des gens qui ne seraient pas titulaires du baccalauréat. Et alors qu'on vient de définir de manière... on définit en 80 le rôle de la profession d'infirmière et qu'on a le sentiment qu'on a un processus de professionnalisation à l'œuvre qui est en route. Cet accès aux écoles d'infirmières à des gens qui ne sont pas titulaires du bac, elle est évidemment très très mal vécue par les infirmières, par les gens de la profession qui avaient commençaient à obtenir la reconnaissance de leur métier, qui avaient obtenu la validation d'un diplôme, qui avaient obtenu, je le disais, la mention du rôle propre de l'infirmière et qui, là, ont l'impression d'un rétropédalage assez terrible, quoi. Et en 88, déjà, les infirmières portaient des revendications salariales et des revendications aussi quant à la formation. Donc là, vous évoquez le décret qui a motivé la grève, mais les infirmières réclamaient aussi la reconnaissance d'une formation en 3 ans, qui a été obtenue finalement plusieurs années plus tard. Ça s'est fait un peu par étapes, mais l'uniformisation de la formation des infirmières en France, c'est le début des années 90, puisque c'est la création des instituts de formation en soins infirmiers. Ça, c'est 1992, donc assez récent. La publication d'un décret qui rappelle les règles professionnelles et qui instaure un règlement déontologique pour les infirmières, règlement déontologique qu'elle réclame depuis 1930. C'est 1993. Et puis, tous les textes relatifs à la profession d'infirmier rentrent dans le Code de la santé publique seulement au début des années 2000. Et la création de l'Ordre national des infirmiers, par exemple, et des infirmières, qui peut-être parachève, on va dire, la construction de cet exercice comme une profession. La création donc de l'Ordre national des infirmiers et infirmières, c'est 2006.
Donc, on est effectivement dans un passé extrêmement récent, sachant qu'aujourd'hui, pour terminer là-dessus, les infirmiers et infirmières sont titulaires d'un diplôme d'État et que ce diplôme d'État, il a été créé en vertu d'un arrêté qui date du 31 juillet 2009 avec un référentiel de compétences et d'activités associées. Mais là encore, on est dans un passé très récent, à peine plus d'une dizaine d'années, quoi. Donc finalement, on est dans une profession qui est à la fois une très vieille profession, parce qu'évidemment, il a toujours fallu prendre soin et c'est souvent les femmes qui s'y sont collées. Et en même temps, une profession qui est plutôt une profession toute jeune, du point de vue, en tout cas, de sa reconnaissance institutionnelle, protocolaire, par des textes de loi, etc., etc. Malgré cette revalorisation du diplôme qu'ont obtenu les infirmières, elles ont finalement obtenu peu d'augmentation de salaire, peut-être comparé à d'autres pays. Pourquoi est-ce que c'est essentiellement dû à la question du statut de la fonction publique hospitalière ? Je pense qu'effectivement, c'est peut-être quelque chose qui joue beaucoup, surtout dans le contexte contemporain et surtout quand on est devant des femmes. Je m'explique. D'abord, pour le dire très très vite, mais quand même, la moindre rémunération des métiers réputés féminins, c'est chronique. Et les infirmières ne sont pas les seules concernées. Et donc, tant qu'on reste installé comme ça dans un imaginaire de métiers féminins qui s'exercent au nom de qualités prétendument naturelles, de toute façon, on sous-rémunère. Bon, mais ça expliquerait pas la différence d'un pays à un autre. La deuxième chose, c'est ce que vous évoquez, c'est au-delà simplement de la fonction publique hospitalière, le fait que la rémunération des infirmiers et infirmières, à l'hôpital comme en libéral, elle est extrêmement encadrée. C'est-à-dire que on n'est pas devant des professions et des professionnels qui fixent leurs tarifs. Alors, dans le cas de la fonction publique, c'est normal. Enfin, moi-même, j'enseigne à l'université. Voilà, on est fonctionnaire d'État, on est rémunéré en fonction d'une grille de rémunération. On bénéficie d'un statut. Donc, il y a des inconvénients à la fonction publique, notamment la relative moindre rémunération par rapport à des gens qui ont les mêmes niveaux de qualification et de responsabilité dans le privé. Bon, mais il y a aussi quelques avantages à la fonction publique, notamment la garantie de la sécurité de l'emploi. Et dans le contexte contemporain, c'est pas tout à fait anecdotique d'avoir la sécurité de l'emploi, donc ça se paye, si je puis dire, avec des niveaux de rémunération qui sont un peu moindres. Mais il faut aussi avoir à l'esprit ce que je disais à l'instant, qui est que même quand on est infirmière libérale, on fixe pas ses tarifs. La rémunération des infirmières en libéral, elle est fonction de la cotation des actes de soins qu'elles prodiguent à leurs patients et à leurs patientes, et l'encadrement tarifaire de ces gestes techniques qui est fait par la sécurité sociale est plutôt défavorable, mais ça tient pour la peine au fait que notre système de protection sociale, c'est suffisamment dit de manière suffisamment récurrente, est déficitaire, donc que augmenter le niveau de rémunération d'un certain nombre de gestes de soins prodigués par les infirmiers et les infirmières, ça grèverait encore les finances publiques et donc on maintient des tarifs d'actes d'infirmerie qui sont des tarifs plutôt bas, quoi. La crise du coronavirus a-t-elle changé la façon dont sont perçues les infirmières en France ? Et surtout, est-ce qu'on peut espérer qu'elle ait un impact sur le rôle qu'elles tiennent à l'hôpital et sur leur salaire ? La crise actuelle, elle a mis en lumière des dysfonctionnements qui ne sont pas seulement des dysfonctionnements liés à la profession d'infirmière, elle a mis en lumière des dysfonctionnements qui sont liés globalement à la fonction hospitalière et même à la fonction publique hospitalière. La tension dans un certain nombre de services de réanimation en est un peu emblématique. La deuxième chose, c'est un peu comme en 88, on a évoqué cette grève-là tout à l'heure rapidement. La crise du coronavirus, elle est l'occasion pour l'opinion publique de manifester son soutien à cette profession infirmière. Donc, il y a une forme de reconnaissance. Alors, bon, évidemment, c'est pas sonnant et trébuchant, mais pendant le premier confinement, on se mettait au balcon pour applaudir les soignantes et les soignants. Alors, il y a eu beaucoup de critiques en disant que c'était à peu de frais une manière de remercier, certes, mais je pense que au-delà de la question du symbole, il y a là une façon de manifester par un collectif, le soutien d'une opinion publique à une profession dont on mesure qu'elle paye le prix d'un engagement dans le cadre de la crise sanitaire qu'on traverse. Donc cette crise sanitaire, elle va peut-être permettre ça, une forme de reconnaissance par l'opinion publique. Elle met la lumière sur, sur l'ampleur du dévouement qui est demandé, et ça, c'est pas très nouveau, mais elle a peut-être aussi permis
elle a peut-être autorisé les infirmières à manifester le fait que c'était pas possible, en fait, simplement de faire fonctionner un système hospitalier à coup de conscience professionnelle et de dévouement. Et ça, pour la peine, peut-être ça marque vraiment la différence avec les périodes antérieures où c'était une évidence que le dévouement de l'infirmière était indiscutable. Aujourd'hui, on a changé d'époque de ce point de vue-là. On ne demande plus aux gens de se dévouer corps et âme à leur métier. Donc voilà. Lors du Ségur de la santé, à l'été 2020, les organisations syndicales demandaient une augmentation de 300 € net par mois pour chaque soignant. Les personnels des hôpitaux, hors médecins, et des EHPAD n'ont finalement obtenu qu'une augmentation de 183 € en 2 temps, 90 € en septembre, puis 93 € supplémentaires qui devraient être versés en décembre. Malgré cela, à leur embauche dans le public, les infirmières toucheront toujours une rémunération inférieure au salaire moyen en France. Vous venez d'écouter Travail en cours. Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. Cet entretien a été réalisé par Rosen Le Carboulec, Louise Emerlé est chargée de production, Cyril Marchand était au montage et à la réalisation, la musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, le Book Club, Fracas, Passage. À bientôt!